Philippine de Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de KTO, la télévision catholique française. Vous avez suivi ce voyage du pape en Afrique, comme les 39 autres voyages précédents. Alors, quels sont les grands moments que vous retenez de Alors ce voyage? peut-être trois moments. D'abord, la grand-messe à Kinshasa, 2 millions de personnes qui assistent à la messe. Ça fait quand même beaucoup d'années qu'on n'avait pas vu ça, même lors des autres voyages du pape de ces derniers temps. C'est dire la ferveur, mais aussi l'attente de cette population. L'autre moment important en RDC, c'était la rencontre du pape avec les victimes de violences venues du Kivu. Des témoignages effroyables et le pape était très touché, mais ces personnes étaient aussi très touchées d'avoir une personnalité de stature internationale qui prennent le temps d'écouter ce qu'ils vivent au quotidien. Et puis bien sûr, on l'a vu dans le sujet il y a un instant, cette rencontre du pape avec les dirigeants du Soudan du Sud et des paroles très en dehors du champ diplomatique qu'il utilise d'habitude, des paroles très fermes du pape disant sa forte déception de leur comportement et le fait que maintenant ils n'ont plus le choix, il faut avancer vers la paix. Donc, il considère qu'il a un rôle politique à jouer? Bien sûr, il l'a dit d'ailleurs, il va continuer à voyager pour cette raison, pour donner de l'attention à des peuples oubliés, pour donner de la consolation à des peuples qui souffrent, et puis pour intervenir là où des dirigeants, en particulier des dirigeants chrétiens, continuent d'attiser des guerres ou se comportent mal sur le plan de la corruption, et il va en quelque sorte leur tirer les oreilles, et ce publiquement. Ça fait partie du rôle du pape pour lui, et c'était le cas de ses prédécesseurs, parce que si on se souvient de Jean-Paul II au moment de la chute du mur, évidemment, les voyages du pape, son premier voyage en Pologne, avait déjà un sens politique. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un rôle déterminant du Vatican dans la résolution des conflits? Parce que là, le pape s'est quand même impliqué depuis 2015 dans le Soudan du Sud. C'est Staline qui disait le pape combien de divisions quand on lui parlait du rôle politique du pape. Il y a une diplomatie souterraine du Vatican. Le Vatican est un État, il a des ambassadeurs dans quasiment tous les pays du monde et il y a un vrai réseau diplomatique. Le pape François, il a joué un rôle ces dernières années dans le lien entre Cuba et les États-Unis, notamment sur la question de l'embargo. Donc il y a plusieurs dossiers comme ça dans lesquels l'Église s'implique, en particulier, encore une fois, quand il y a des populations et des dirigeants catholiques ou chrétiens avec lesquels il y a un dialogue possible. Alors le dialogue, il a voulu aussi qu'il soit œcuménique puisqu'il est allé donc sur le continent avec les représentants de l'Église chrétienne, donc les anglicans et les presbytériens. Est-ce que ça, c'était important qu'il le fasse? C'est une grande première, d'abord parce que le pape, quand il voyage, il fait ce qu'on appelle une visite apostolique. Donc c'est le successeur de Saint-Pierre qui vient en visite dans un pays. Et le fait qu'il fasse cette visite avec d'autres chefs d'église chrétienne, ça ne s'était jamais vu. Et puis, c'est particulier pour le Soudan du Sud, où les chrétiens sont répartis en de nombreuses dénominations chrétiennes. Voir ces chefs chrétiens unis, à la fois donner ensemble leur bénédiction, leur soutien à la population, mais aussi tenser ensemble les responsables politiques, c'était très très important. Alors, il a rencontré bien sûr les prêtres et puis les responsables catholiques, mais il a aussi rencontré des non-prêtres qui sont très actifs sur le terrain, et notamment les femmes. Oui, dans l'Église en Afrique en général, il y a une longue tradition, d'abord parce que la couverture du territoire par des paroisses avec des prêtres comme on les connaît en Occident, eh bien, elle ne se vit pas de la même manière, les territoires sont très grands et donc il y a une longue tradition d'implication de ce qu'on appelle les laïcs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas prêtres, qui portent des responsabilités dans la communauté. C'est très vrai pour les femmes qui exercent souvent des missions de catéchistes, qui sont des missions très importantes dans la vie des communautés. Alors, est-ce que ça veut dire que l'Église africaine est davantage ouverte à la position des femmes dans l'Église? Eh bien, pas tout à fait, parce que dans le même temps, l'Église en Afrique a conservé ce qu'on pourrait appeler ici un peu du cléricalisme, c'est-à-dire une forme de révérence pour tout ce que peut dire le prêtre parce qu'il est prêtre, qui est beaucoup moins vécu dans l'hémisphère nord. Évidemment, les généralisations sont toutes abusives. L'Afrique en tant que telle, c'est 38 pays avec leur culture et leurs différences, y compris au plan religieux et dans la manière dont ça se vit. Mais c'est une église qui est paradoxale parce qu'elles sont à la fois très cléricales, le prêtre est le patron, il n'est pas contesté, et en même temps, il y a une très grande responsabilité des laïcs.
Alors une grande responsabilité des laïcs qui font quand même de l'Église africaine un peu un laboratoire de l'avenir de l'Église en général. En tout cas, c'est quelque chose que le pape François notamment regarde avec attention parce que au plan de la manière de prier, la manière de célébrer la messe, l'Église en Afrique et particulièrement au Congo a innové dans les années 80 avec la mise en place de ce qu'on appelait le rite zaïrois, qu'on appelle maintenant le rite congolais. C'est la même messe que pour les catholiques de l'hémisphère nord, mais avec des différences liées à la culture locale pour que la population s'y retrouve mieux, avec plus de dialogue entre l'assemblée et le prêtre, avec des prières pour les âmes des ancêtres. Et ce qu'on appelle cette inculturation, c'est-à-dire cette manière pour chaque culture propre d'accueillir, au fond, la foi catholique et de la célébrer, c'est quelque chose à quoi le pape François est très attentif. Donc, en cela, il était très heureux d'aller en RDC et de prier lui-même dans ce rite congolais. Alors l'Église africaine semble souffrir moins des maux qui nous occupent dans le reste du monde en ce qui concerne les crimes pédophiles. Pourquoi est-ce que l'Afrique est épargnée? Est-ce qu'elle l'est réellement? Alors, pendant de longues années, les pasteurs, les évêques d'Afrique ont dit ce sont des maladies qui n'existent qu'au nord, ce sont des maladies d'occidentaux, ça n'existe pas chez nous. Nous savons, hélas, que ça n'est pas vrai. Et il est probable que les églises d'Afrique n'aient pas encore, pour la plupart, réellement commencé le travail d'investigation. Beaucoup d'entre elles ont mis en place des mesures qui font qu'aujourd'hui, s'il se trouve un prêtre accusé d'abus, les choses seront traitées à la fois avec la justice civile et la justice de l'Église. En revanche, la relecture du passé, elle n'est pas commencée, à mon sens. Est-ce que l'on peut imaginer dans un avenir prochain qu'on puisse avoir un pape africain? On s'aperçoit que ces dernières années, les responsables africains des grands postes au Vatican ont quasiment tous disparu. Il n'y a plus d'Africains en responsabilité. Et donc, on peut se demander si un pape africain serait possible dans le contexte actuel, parce que être élu pape, ça veut aussi dire être reconnu par les autres cardinaux qui vous identifient comme une personnalité possible. Et ça suppose qu'ils se connaissent entre eux. Pour l'instant, le pape François ne réunit pas beaucoup ses cardinaux. Ils ne se connaissent pas beaucoup entre eux. C'est évidemment un pari toujours de dire qui pourra être le prochain pape. Mais à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que l'Afrique soit particulièrement mise en valeur dans ce collège. Merci beaucoup Philippine de Saint-Pierre. Je rappelle que vous êtes directrice générale de KTO, la télévision catholique française. Merci pour cette analyse. Merci à vous.